Salut à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Au cœur de l'actu sur le média, diffusée du lundi au jeudi à 19h en direct sur le canal 165 de la Freebox, sur Molotov et sur le média-tv.fr. Au cœur de l'actu, c'est un de nos 3 rendez-vous quotidiens sur l'antenne du média, en plus de la matinale, tous les matins du lundi au vendredi à 8h, du journal des luttes tous les jours de semaine à 13h et du récap du lundi au jeudi à 20h. Des rendez-vous qui n'existent que parce que vous, nos abonnés, nos sociétaires et donateurs, parce que vous le rendez possible, vous les rendez possibles. Si vous le pouvez, rejoignez la communauté de nos soutiens en allant sur le mediatv.fr/soutien. Au cœur de l'actu, c'est parti. Aujourd'hui, il sera essentiellement question du week-end politique assez riche que nous venons de vivre avec la manifestation de Marine Le Pen et du Rassemblement national, la contre-manifestation de la gauche sans le PS et le PC, mais également le meeting de Renaissance a eu lieu avec Gabriel Attal en star du jour, bien entendu, dans un contexte de défiance vis-à-vis des juges et de tentation illibérale. L'échéance de 2027 est dans tous les esprits, comme dans une sorte de répétition générale. Qu'est-ce qui se dessine? Quel camp va tirer profit du grand chaos national et mondial dans lequel nous sommes et allons être plongés? Pour en parler, j'ai à mes côtés 4 intervenants. Wissam Bougalem des Jeunes Républicains, Noa Tefrid, collaboratrice parlementaire au sein du groupe socialiste, cofondatrice du collectif AGRA contre le racisme en politique, Elsa Marcel, avocate et membre de Révolution Permanente, et Paul Hellec, analyste politique pour le média. Salut à vous tous. Salut. Tous et toutes. Salut. Alors, on commence rapidement. La démonstration de farce titrait ce matin l'UMA à propos du Rassemblement national d'hier. L'extrême droite, tout flop, tout flamme, se moquait de son côté Libération. Nos reporters Lydia Menez et André Manivit étaient place Vauban. Ils ont rencontré des marinistes gonflés à bloc. En réalité, notre candidate à l'élection présidentielle, candidate qui est première dans tous les sondages, et on a l'impression que cette décision n'est pas une décision qui vient du droit, mais plutôt une décision qui est totalement politique. La condamnation, j'ai trouvé que c'était un peu contre Marine. La condamnation pour détournement de fonds publics, du coup. Mais ils n'ont pas été détournés pour elle. Ils ont été détournés pour le parti. Et alors et alors? Les autres ne font pas la même chose? Parce que vous croyez que les autres, ils sont plus justes que Marine? On a des violeurs, on a des casseurs, on a des dealers, et eux, ils n'ont rien, ils sont encore dehors. Je veux dire, on condamne les gens aujourd'hui pour des affectations comptables entre la France et l'Europe. Effectivement, il aurait fallu que l'argent soit distribué différemment. À l'origine, c'est l'Europe qui est coupable, pas Marine Le Pen, c'est l'Europe. L'Europe, il laisse des fonds à la possibilité, à l'exigence des politiciens, et après on leur reproche d'utiliser l'argent. Non, il y a quelque chose qui ne va pas là. On parle de 4 millions d'euros quand même. Non, c'est pas 4 millions d'euros, ça c'est trop facile. C'est sur tant d'années. C'est combien par mois? Vous réalisez? C'est rien. C'est à peine plus d'un SMIC par mois sur le nombre de collaborateurs et le nombre de personnes à l'Europe. À l'Europe, ça se goinfre. Et on vient reprocher à Marine Le Pen une affectation comptable des sommes qui ont été versées. Selon vous, c'était pas très grave ce qu'elle a fait finalement? Non, c'est pas grave. Il y a bien pire. Quand on viole, quand on tue, ça c'est grave. Moi, je pense que la distinction est très importante sur le fait qu'il n'y a pas eu d'enrichissement personnel. C'est face à un auditoire parsemé, donc, mais conquis, que la figure de proue du Rassemblement national a tiré à boulet rouge sur des juges présentés comme des poissons pilotes de ses adversaires politiques. Je n'hésite pas à souligner la dimension politique dans le procès qui nous est fait. Car comme pour d'autres, ce qui aurait dû ne rester qu'un simple différend administratif avec les services du Parlement européen s'est transformé en incrimination la plus sévère et la plus infamante possible. Et si l'origine de ce procès fut politique, l'audience, d'une partialité affolante, le fut également, tout comme l'instruction confiée à une magistrate du syndicat de la magistrature, tout comme le réquisitoire, dont j'ai tout de même la cruauté de rappeler
comme l'a rappelé Jordan, que démuni de toute preuve de charge dans un des aspects du dossier, le parquet a avoué. Malgré cela, je ne me résous pas à demander la relaxe, ça me ferait trop mal. Et enfin, bien sûr, le jugement, dont l'argumentation a presque fait l'unanimité contre elle des juristes sérieux. C'est pourquoi il faut arrêter de nous reprocher de critiquer une décision de justice. Ce n'est pas une décision de justice, c'est une décision politique. Marine Le Pen est allée jusqu'à comparer sa cause au mouvement des droits civiques américains, à se comparer donc à Martin Luther King. Que retenir de son discours et de sa posture, Paul Hellec? Il y avait en fait 3 champs lexicaux qui ont vraiment dominé son discours, qui a duré une trentaine de minutes. Le premier, c'est le masque républicain. C'est-à-dire que c'est limite le seul truc rassurant, c'est que l'extrême droite, on le sait, c'est un modèle qui est anti-républicain, est dans la remise en cause des droits les plus élémentaires des personnes. Et là-dessus, il y avait quand même le besoin de prétendre s'inscrire là-dedans. Sauvons la démocratie, c'était le titre du meeting. Elle a cité le général de Gaulle. Bref, elle s'est inscrite dans la façon dont la droite a toujours revendiqué la République. Et ça, c'était le discours de masque, pour encore une fois gommer d'autres aspects. Le deuxième champ lexical, c'était celui du complot. Elle a parlé de chasse à l'homme, de justice politique, de procès médiatique, de chasse aux sorcières, enfin vraiment en expliquant qu'elle était victime d'une cabale qui est à la fois l'élément de réflexe souvent des hommes politiques et des femmes politiques lorsqu'ils sont mis en cause par la justice, notamment pour des affaires de détournement de fonds publics ou autres. Et puis voilà, là où il y a un troisième champ, c'est celui où on retrouve au final derrière les vraies obsessions de l'extrême droite antisyndicale, en expliquant que les juges étaient des juges rouges. Enfin, vraiment là on est dans l'agitation du chiffon rouge assez classique de la part d'une personne qui, par ailleurs, n'a jamais commenté le fait que les policiers, par exemple, sont syndiqués et qu'un certain nombre de syndiqués policiers ont été sur les listes du Rassemblement national, par exemple, aux dernières européennes. Donc, avec un discours, sur le fait qu'il fallait détruire les syndicats, qu'on essayait de la battre parce que derrière, elle était la sauveuse prochaine du peuple de France. Et bien sûr, avec un discours qu'il faut mettre en relation avec le discours qu'elle porte de manière générale sur les institutions à partir du moment où elles sont contre sa politique. On l'a vu, toute l'extrême droite, elle et d'autres, taper sur la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elle mettait en cause les décisions qui étaient prises pour sauvegarder les droits des personnes exilées contre les propositions de gonfler le pouvoir administratif et la répression en fait des exilés par la République française pour le coup. Donc voilà, c'était les trois champs lexicaux qui montraient bien le positionnement. On se cache derrière faussement un masque républicain, derrière on a un discours de victimisation sous la forme d'un complot, et derrière en fait si on creuse on retrouve toujours les mêmes idées de l'extrême droite qui sont des idées de mise en péril des droits civiques et politiques, et derrière des institutions actuelles, même si on peut vouloir les changer, là elle le fait d'une manière où on sait que derrière c'est une déclaration de proposition autoritaire comme l'extrême droite l'a toujours porté. Alors Wissam Bougalem, Marine Le Pen a fait une sorte de match ou de mix entre Charles de Gaulle et Donald Trump. Est-ce que c'est pas gênant pour la droite républicaine classique qui sera fatalement obligée de courir derrière? Quel est le regard que vous portez sur... Ce qui est certain, c'est que Marine Le Pen n'est pas l'héritière du général de Gaulle, ni même son parti. Mais ce que je retiens, c'est qu'en effet, Marine Le Pen se pose en victime dans ce procès. Il faut rappeler que ce n'est pas une victime, ni même les personnes qui sont mises en cause dans ce procès. On parle de 4 millions d'euros de détournement de fonds. Je rappelle que c'est l'argent des Français et qu'on a voulu faire des économies sur le dos de l'Europe avec tout un système d'emplois fictifs, de soi-disant assistants parlementaires. Évidemment, alors généralement, on ne connaît pas toujours l'intimité du dossier. Je ne suis pas juriste, pas encore en tout cas. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a un certain nombre d'éléments dans ce dossier qui sont extrêmement accablants. Moi, quand j'entends que Julien Houdoul, 4 mois après avoir été engagé dans les équipes du Rassemblement national au Parlement européen, n'a toujours pas rencontré la députée européenne pour laquelle il travaille, c'est quand même assez choquant. Donc il y a des éléments qui ne trompent pas, il y a des éléments qui prouvent leur culpabilité. Mais oui, en fait, moi, je suis gênée, par exemple, par la peine d'inéligibilité qui a été prononcée par Marine Le Pen. Et là, je ne vais pas... Contre Marine Le Pen. Oui, contre Marine Le Pen. Je ne vais pas aller
aller sur un plan juridique, mais là, je vais vraiment aller sur le plan purement politique. Je pense que une telle décision, même si elle est évidemment motivée, etc. Il n'y a pas de, enfin, je veux dire, on connaît le processus. Le législateur vote la loi est appliquée par les juges. Il ne faut pas le remettre en question, ça. Mais ça ne va pas être sans conséquence sur la vie politique française, parce que je rappelle que Marine Le Pen, quoi qu'on en dise, et moi j'ai toujours été opposée à son mouvement, à son parti politique, eh bien, elle est au second tour en 2017. Elle est au second tour en 2022. Elle rassemble plus de 11 millions d'électeurs aux dernières élections législatives anticipées. Ça ne me fait pas plaisir de vous dire ça, mais quand on a une candidate favorite, d'ailleurs, dans les sondages, qui peut ne pas se présenter en 2027, eh bien moi je trouve ça dérangeant et je vous avoue que moi, avec ma famille politique, j'aimerais combattre cette formation politique par les urnes et non pas par l'intermédiaire d'une décision de justice. Une formation politique qui a quasiment détruit en quelques décennies la vôtre, c'est-à-dire aujourd'hui le parti numéro 1 de la droite, c'est ERN, c'est pas LR. Et, ils sont pas de droite. Ils ne sont pas de gauche non plus. Ils ne sont pas de gauche, mais je ne les considère pas comme étant de droite. Enfin, le consensus veut que le RN soit d'extrême droite, mais on pourra... Mais en effet, je vous l'accorde, je pense qu'il y a un certain nombre d'électeurs qui ont fui, enfin de nos électeurs qui ont fui au Rassemblement national, qu'il faut pouvoir aussi récupérer. Alors, Noa Tefrit, vous êtes collaboratrice parlementaire, donc c'est un domaine, ce qui est jugé est un domaine que vous connaissez. Alors, Marine Le Pen joue la carte de la victimation. On entend finalement ces supporters qui disent que c'est une question comptable, d'affectation comptable. Mais est-ce que d'une certaine manière, c'est pas remettre en cause la réalité du travail parlementaire que de considérer que finalement, on peut utiliser l'argent qui nous est donné pour le travail parlementaire pour en gros le travail politique de tous les jours? Ben non, en fait, c'est pas acceptable. Il y a des lois, il faut les respecter. D'autant plus quand on brigue les plus hautes fonctions de l'État. C'est les lois que les juges ont appliquées, c'est des lois qui ont été votées à l'Assemblée. Vous avez la droite et l'extrême droite qui sont les premiers à vouloir durcir les sanctions, qu'elles soient appliquées rapidement. Mais attention, lorsque c'est eux qui sont touchés, il faudrait qu'ils soient au-dessus des lois. Enfin, c'est pas acceptable. Et Marine Le Pen, son exercice d'hier, quel regard vous portez dessus? Écoutez, moi je suis extrêmement choquée. Elle a eu droit à une tribune de la part des médias, où maintenant vous avez les personnes qui sont accusées, qui peuvent se permettre en fait de mettre en musique le fait que ce sont des victimes d'un système qu'on aurait mis en place pour les achever, alors que pas du tout. Je veux dire, c'est pas un fait politique. Elle a commis un délit, elle a été condamnée par des professionnels qui représentent le peuple. Professionnels qu'elle considère un peu trop à gauche, manifestement. Parce qu'en gros, elle a évoqué le syndicat de la magistrature. Mais il y a des syndicats dans toutes les professions. Mais là, les juges, je veux dire, quand ils donnent un jugement, ils ne sont pas syndiqués ou quoi que ce soit. Je veux dire, on remet en cause la décision de juges qui ont eu accès au dossier. Tous les commentateurs qui ont commenté cette décision, personne n'a eu accès au dossier. Nous n'avons pas passé des heures à l'étudier, nous n'avons pas passé des heures à regarder les témoignages, nous n'avons pas passé des heures à faire des auditions. Les seuls qui l'ont fait, c'est les magistrats. Ils ont pris une décision collégiale où ils ont estimé que l'ERN était coupable de détournement de fonds publics. Et tant, en fait, qu'on reprend leur discours avec les heures d'antenne auxquelles ils ont droit, ils gagnent la bataille culturelle. Je veux dire, les juges ont rendu une sanction, qu'ils soient syndiqués ou pas, elle a dû le faire de manière neutre, de façon collégiale, et on ne peut pas revenir sur cette sanction. Elle peut le faire en faisant appel. Alors Elsa Marcel, vous êtes avocate, donc bonne connaisseuse du droit, même si vous n'êtes pas dans ce dossier. Et effectivement, c'est la notion même de l'impartialité du juge qui est remise en cause par Marine Le Pen. Mais en réalité, même à gauche, de manière récurrente, on remet en cause cette notion d'impartialité du juge. Et est-ce que, venant du flanc gauche, disons, du corps politique français, on peut juste s'arrêter à dire, à sanctuariser la décision des juges dans cette affaire, alors que dans les autres affaires, notamment vous les mettez en cause, ces décisions?
Bien sûr, oui, je pense qu'en fait, la manière dont la discussion est posée, le problème de Marine Le Pen, ce qu'elle reproche à la décision, c'est pas qu'elle soit politique, parce que toutes les décisions sont en partie politiques, et effectivement, n'importe quel juriste sérieux le dira, parce que c'est pas le produit d'une abstraction. Tous ceux qui disent, en fait, les juges appliquent la loi, c'est pas vrai, parce que sinon, on aurait juste besoin d'un mode d'emploi, il n'y aurait pas besoin de juges pour rendre des décisions. C'est que l'acte d'interpréter la loi, c'est aussi le produit de conditions sociales, politiques, diverses, et qu'en réalité, ce qui pose problème à Marine Le Pen, c'est pas que la décision soit politique, c'est qu'elle soit contre ses intérêts. Parce que les mêmes qui parlent de séparation des pouvoirs, ça les dérange beaucoup moins quand c'est des circulaires qui sont rédigés par le garde des Sceaux pour donner des ordres aux procureurs sur comment poursuivre ceux qui se sont révoltés après la mort de Naël, ceux qui tweetent en soutien à la Palestine pendant le génocide. Et la réalité, c'est que même quand on regarde la manière dont fonctionnent les institutions, vous voyez ce que c'est que le Conseil constitutionnel, vous voyez la nomination de Richard Ferrand, vous voyez comment fonctionne le Conseil d'État, la porosité entre les magistrats, les conseillers d'État et les fonctions gouvernementales, la séparation des pouvoirs comme abstraction, elle se heurte à la réalité de la pratique des institutions, et c'est très très différent. Donc une fois qu'on a dit ça, la discussion, en réalité, que pose Marine Le Pen, je pense qu'elle est évidemment hypocrite, au moins pour deux raisons, puisque si on avait appliqué la politique qu'elle défend en matière pénale, en fait, sa peine ne serait pas aménagée. D'ailleurs, il y a déjà une réforme qui date de 2019-2020, où maintenant, c'est 1 an l'aménagement de peine. Donc, en fait, elle serait en train de dormir au trou avec l'exécution provisoire, parce que l'exécution provisoire, ça s'appelle un mandat de dépôt. C'est ce que des centaines de milliers de personnes vivent tous les jours dans les salles des tribunaux correctionnels. Et pareil pour l'inéligibilité. La réalité, c'est que moi, je pense qu'il faut dire une chose, et la difficulté que j'ai avec les réactions à gauche, et après, je dirais une des réactions à droite, c'est qu'il y a quand même une question de principe et qu'il ne faut pas oublier, parce que c'est le Rassemblement national qui aujourd'hui en fait les prêts. Les questions de principe, c'est de dire que oui, l'exécution provisoire, c'est une violation des droits. Et d'ailleurs, on voit que Marine Le Pen n'est pas exactement une justiciable comme les autres, puisque elle a la chance d'avoir une date d'audience dans moins d'1 an, alors qu'en moyenne, la Cour d'appel, c'est 2 ans. Et d'ailleurs, on nous parle de séparation des pouvoirs, mais quand c'est Gérald Darmanin qui, à l'Assemblée nationale, prend le micro pour dire « Vous inquiétez pas, Madame Le Pen, vous allez être audiencée dans 1 an », moi, on n'a jamais fait ça pour aucun de mes clients. Mes clients, on les fout en tôle. Et en réalité, l'exécution provisoire, ça veut dire que quand ils ont une peine de 8, 9, 10 mois, moins que Marine Le Pen, ils n'ont même pas le temps d'avoir une date d'appel avant de pouvoir exécuter leur peine. Donc c'est que l'appel ne sert à rien et que c'est une violation en réalité du droit à un recours effectif qui pourtant est protégé par la Convention européenne des droits de l'homme. Et deuxième chose sur les peines d'inéligibilité, là ça sert Marine Le Pen, ok, mais en réalité en quelques années elles ont augmenté de plus de 50%, elles ont été multipliées par 50 et elles visent pas du tout que l'extrême droite, elles visent pas du tout que les politiciens bourgeois, que les politiciens corrompus, elles visent en réalité tout un tas de personnes. Quand on regarde la vague de répression pénale qui s'est abattue contre les soutiens de la Palestine, elles sont accompagnées de peines d'inéligibilité. Et on voit qu'en réalité, comme à chaque fois, comme pour les dissolutions, toutes les mesures qui viennent du pouvoir, certes, elles peuvent être utilisées de manière marginale et encore une fois privilégiées contre la droite et l'extrême droite, mais elles le seront 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus contre les classes populaires, les travailleurs et contre la gauche. Et une fois qu'on a dit ça, moi je pense qu'il faut aussi dénoncer l'hypocrisie de toutes celles et ceux qui se retrouvent aujourd'hui main dans la main pour défendre l'état de droit. Je savais pas qu'il y avait quelqu'un de LR sur ce plateau, mais je veux dire, quand on participe d'une formation politique qui nous explique que l'état de droit c'est ni sacré ni intangible, quand on fait partie d'une formation politique dont on donne des meetings pour dire « à bas le voile » et qu'on est responsable d'une offensive liberticide extrêmement brutale envers, en réalité, les droits de la majorité de la population. Aujourd'hui, ce dont il est question, c'est pas l'état de droit pour personne, ni pour Marine Le Pen, ni pour LR, ni pour le PS, parce que la réalité, c'est que par ailleurs, ceux qui sont aussi responsables de la destruction de ce qu'on appelle l'état de droit depuis plus de 10 ans, c'est l'accumulation de dispositifs liberticides adoptés par le Parti socialiste à partir de 2015. L'état d'urgence permanent, le fait d'inclure dans le droit commun la loi SILT de 2017, tout ça a pavé la voie, en réalité, à un régime aujourd'hui ultra-liberticide. Et je finirai sur une chose, on discute aujourd'hui de se réunir autour de l'état de droit et on reviendra sur la manifestation de la gauche, mais je veux dire, pendant ce temps-là, le Parti socialiste ne voyait pas de problème à voter la loi narcotrafic. On discute de l'état de droit et en même temps, on vote la loi narcotrafic. Non, mais en fait, vous reviendrez sur ce qui est problématique dans la loi narcotrafic, parce que tout le monde ne s'informe pas tous les jours. Mais je voudrais donner la parole à Wissal Bougalem, dont le parti a été attaqué. En gros, ce que Elsa Marcel explique, c'est que dans la lame de fond illibéral qui traverse la France,
LR prend une grande part, d'autant plus que cette part se situe au sein du gouvernement, en la personne de Bruno Retailleau, qui sera peut-être le candidat de votre parti lors de la présidentielle. LR et la Macronie. Il est candidat, reste à savoir s'il sera président, s'il sera élu par les adhérents. Pour revenir à ce que vous dites, moi, comme argument, je n'avance pas tellement l'état de droit. Encore une fois, je parle des conséquences que ça aura, naturellement, dans la vie politique française. Vous savez très bien, même si ça ne vous fait pas plaisir, et ça ne me fait pas non plus plaisir, vous savez très bien que ça ne sera pas sans conséquences sur la vie politique. Je dis l'inverse, moi. Et qu'il y aura une forme de défiance vis-à-vis de la magistrature. Vous avez cité, certainement à raison, toutes les décisions de justice qu'il peut y avoir, les peines d'inéligibilité qui ont été prononcées envers des militants pro-palestiniens, etc. Moi, je peux aussi vous parler du mur des cons, cette fameuse affaire où vous avez le syndicat de la magistrature qui a pointé du doigt un certain nombre de personnalités de droite et même du Rassemblement national. Et alors ? Ça, oui, non, mais vous pouvez dire et alors, mais ce que je vous dis, c'est que quand on parle de défiance de la justice, du fait qu'on explique qu'il y ait des juges rouges, ce ne sont pas mes propos en tant que tels, mais comprenez qu'il y en a qui s'interrogent quant à l'impartialité véritable de la justice. Et des juges, en l'occurrence. Oui, mais je pense que vous n'avez pas compris mon propos, parce que moi, je dis précisément que le débat, c'est pas l'impartialité. Je pense que les juges ne sont pas forcément impartiaux, et que c'est pas la question. C'est que les juges rendent forcément des décisions politiques. Absolument. En gros, c'est les politiques qui mènent le curseur. Et c'est que quand les décisions leur vont, on dit que c'est impartial. Quand elles leur vont pas, on dit que c'est politique. Mais du coup, pour moi, le débat, c'est pas ça. C'est en réalité le contenu même de ce qu'on discute, et le fait que ce qui est en train de se jouer derrière la condamnation de Marine Le Pen, où je lui dis, moi, je verse pas une larme évidemment pour Marine Le Pen, et c'est pas le débat, mais que si, notamment à gauche, on n'a pas une clarté de ce que ça représente, de pourquoi est-ce qu'en réalité on peut pas liquider nos principes sur la question de la défense des libertés publiques parce que ça concerne Marine Le Pen, mais aussi pourquoi on peut pas faire front avec n'importe qui, et notamment avec le gouvernement et la Macronie, pour se réjouir de la condamnation de Marine Le Pen, c'est parce qu'en réalité, les intérêts que ça sert, c'est pas du tout les intérêts des masses et de la population. Et une chose, par ailleurs, moi, qui me surprend, qui n'est pas du tout au cœur du débat de toutes celles et ceux qui dénoncent la condamnation de Marine Le Pen, détournement de fonds publics, bien sûr, ils se gavent, je n'en ai pas le moindre doute, mais le problème, c'est que ça permet en réalité d'épargner le système qui permet d'aboutir à ce type de financement. Parce que ce qu'elle a détourné, c'est les 10 000 euros de salaire que reçoit un député européen. Je veux dire, un député national, c'est plus de 7 000 euros. 10 000 euros de salaire pour un député européen. Enfin, moi, je considère... un des soutiens de Marine Le Pen qui disait que c'était à peine un SMIC. Mais bon. Oui, voilà, je pense qu'il s'est un petit peu trompé. Mais que ce qui m'étonne, voilà. Mais ce qui m'étonne, si vous voulez, dans la manière dont on discute, je vous interroge tous ici, je ne sais pas ce que vous pensez du fait qu'un député européen puisse toucher 10 000 euros et ce que ça représente par rapport au niveau de vie moyen de la population. Une manière de lutter contre le détournement de fonds publics, c'est pas d'en taper quelques-uns pour épargner le fond du système. C'est en réalité de revendiquer des députés payés à salaire d'ouvriers qualifiés, d'enseignants, 2 500 euros, révocables, avec des mandats de 2 ans, avec un vrai contrôle démocratique et populaire sur ce que font les députés. Parce que, ok, ils détournent de l'argent, mais déjà, ils le font tous. Enfin, je veux dire, la loi Sapin dont on discute, c'est une réponse à l'affaire Cahuzac, qui est la responsabilité du Parti socialiste. Et ensuite, ce qui est très intéressant, c'est de voir, on vote la loi Sapin, donc loi Sapin, etc., de 2016-2017, et dans le même temps, vous regardez la courbe de l'augmentation des salaires des députés européens, des sénateurs, mais il faut regarder combien se payent les sénateurs. Et en fait, cette courbe, elle augmente de manière exponentielle. On va continuer, mais en fait, il y a des doigts qui se lèvent. Paul, notamment. Paul, je vais te donner la parole, mais pour des raisons d'impartialité, il faut que je donne la parole à Noa Tefrid, puisque le Parti socialiste a été très critiqué en même temps que le LR par Elsa Marcel. Alors, on peut mettre tout le monde sur le même plan, mais je ne suis pas sûre que ça serve. 2015, c'était aussi un autre contexte. Il y avait eu les attentats. Alors, je ne dis pas que l'état d'urgence, c'est bien et qu'il faut le mettre dans la Constitution, mais c'était une autre période où vous aviez les citoyens qui étaient pas mal traumatisés et où, en fait, des lois ont été votées à l'Assemblée. Elles n'ont pas été... Enfin, c'est pas sorti de nulle part. Il y a eu des conversations, des heures et des heures. Et du coup, en fait, ça a été adopté. Donc maintenant, la loi est comme ça. Il y a plein de lois adoptées qui sont terribles. Vous la pratiquez tous les jours. Je la combats, oui, malheureusement. Voilà. Et là, le problème qu'on a, en fait, c'est que Marine Le Pen est une justiciable comme les autres. Elle n'est pas au-dessus des lois. Donc, si elle est condamnée, la peine d'inéligibilité s'applique, comme en détention provisoire lorsqu'on met vos clients. On devrait changer ce mot, inéligibilité. Ouais, c'est trop dur, ouais. C'est pas possible, ouais. En même temps, je trouve que c'est normal quand on lutte pour la probité, qu'on essaie de reconquérir les classes populaires qui n'ont plus confiance en personne, qui trouvent tout le monde pourri, qu'on soit même
plus dur avec nos politiques qui Oui, nous mais dans ce cas, représentent. il faut les payer moins. Parce qu'ils n'ont pas confiance parce qu'ils sont payés 10 000 euros. Moi, ça n'a rien à voir. Je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça. Non, mais bon, sur la question politique, je pense qu'effectivement, il y a confusion dans le sens où Marine Le Pen, quand elle dit la justice politique, elle dit elle est partisane. C'est pour ça que je parlais de complotaire. C'est qu'elle dit qu'il y a des gens qui ont explicitement fait en sorte que, et je pense que ça n'a aucun sens. Par contre, qu'elle soit politique, la justice, je suis parfaitement d'accord. C'est une institution qui vit pas en dehors de la société de façon. Ça, c'est effectivement, vous l'avez dit, abstrait. C'est vraiment l'habillage, voilà, du libéralisme, hein, de cette espèce de vision abstraite de l'homme où on déclare ses droits et puis ils existent et dans lesquels on ne travaille pas sur les conditions matérielles. Donc ça, je suis d'accord. Et sur cette, du coup, voilà, moi, je voulais donner mon accord là-dessus, qui est une vision très bourgeoise de la société. Hein. Et sur la question de la rémunération, ça, je pense qu'il faut effectivement en discuter. Déjà, prenons un truc. La question de la haute rémunération des élus a été historiquement posée comme l'idée que parce qu'ils seraient payés très cher, ils ne seraient pas corrompus. Or, ce qu'on voit, et avec le nombre d'affaires hein, qu'on a de toutes formes de corruption. Là, je ne parle pas juridiquement, parce que la corruption, juridiquement, je parle au sens commun du terme. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est des liens de classe, que ce sont des pratiques hein, de telle entreprise qui fait un cadeau à un tel, que en fait, c'est une question, encore une fois, de position sociale et d'abus hein, des relations de pouvoir qu'on développe à partir du moment où on occupe telle ou telle position de la société. Et comme par hasard, si on regarde, et pourquoi il y a pratiquement aucun ministre de la Macronie qui n'a pas été à un moment mis dans une affaire, mis en cause dans une affaire, c'est parce que justement, il représente une classe organisée à travers une organisation politique qui défend quoi? Des intérêts qui sont leurs intérêts propres au sens de classe, encore une fois, en tant que groupe social qui occupe certaines positions, qui ont certaines visions de la société. Donc la question, ça serait sans doute effectivement de toucher à la rémunération des élus. Moi, j'aurais pas de problème là-dessus. Et je dirais même que, d'ailleurs, il y a deux fonds. Il y a le fonds que les élus ont et puis il y a l'argent qui est donné pour payer les parlementaires. En tout cas, les attachés parlementaires. Moi, je l'ai moi-même été et je remarque que c'est une relation de travail qui est très mal encadrée, qui, en termes de droit du travail, est absolument catastrophique puisqu'il y a des liens de fidélité pour être viré du jour au lendemain, que les gens qui s'organisent à l'intérieur des syndicats, à l'intérieur de l'Assemblée nationale, patinent, même s'ils sont très nombreux récemment, grâce à l'augmentation du nombre notamment de députés de gauche à se syndiquer, patinent pour obtenir une reconnaissance. Et je remarque juste que si l'argent devait être nécessairement plus déployé, ce serait à ce niveau-là. À savoir que dans des régimes parlementaires véritablement ancrés, il y a la possibilité d'avoir plus de salariés qui travaillent à l'action parlementaire, mais pour faire en sorte que l'action parlementaire soit voilà, suivie d'un travail de fond pour faire des commissions, des enquêtes, etc. Si on considère que c'est comme ça qu'il faut l'organiser. De l'autre côté, il y a des lobbyistes. Exactement, et des sommes d'argent qui sont bien plus colossales et qui participent notamment de la corruption dont je parlais tout à l'heure au Parlement européen, ça me semble absolument évident. Donc s'il y a à contrebalancer, en tout cas, moi j'ai pas de problème à baisser la rémunération des élus. Je remarque que certains élus de gauche le font par eux-mêmes, mais que s'ils le font par eux-mêmes, c'est sur une question de bonne volonté. On ne peut pas organiser un système sur la bonne volonté de chacun. On va un peu avancer sur la discussion. J'aimerais vraiment que vous interveniez en 2 minutes chacun max sur la question des retours médias. Enfin, les retours médias ne sont pas très positifs suite à cette manif du RN, mais le RN ne pourrait-il pas quand même, et là on parle vraiment de politique de fond, profiter d'une sorte de lame de fond victimaire et anti-establishment pour gonfler ces troupes dans un contexte de défiance générale? Paul Hellec. C'est toujours le risque, de toute manière. 2 minutes. C'est toujours le risque qu'ils puissent l'instrumentaliser. Ce qu'il faut comprendre, c'est que malheureusement, l'ancrage que le Rassemblement national a dans certaines classes populaires, pas dans toutes, et ils ont aussi des ancrages dans des milieux très bourgeois et très bien sapés, c'est aussi parce qu'ils ont une proposition politique qui est dévastatrice, qui est la préférence nationale, qui est le fait de dire sacrifier un certain nombre de gens qui sont étrangers ou assimilés comme tels, et vous aurez accès aux maigres miettes qu'on voudra bien nous laisser au modèle social, et que cette proposition est efficace, et que les gens, ils ne votent pas juste comme ça par hasard ou parce que ils considèrent que leur parti est victimisé. Ils votent parce qu'ils ont des convictions idéologiques qui sont ancrées dans la xénophobie, dans cette promesse xénophobe et raciste qu'est la préférence nationale, et que c'est sur cette base qu'ils se mobilisent. Et donc du coup, de fait, ils sont peut-être insensibles en partie à ces questions de condamnation ou pas. Et ouverts au conspirationnisme. En tout cas, ils sont ouverts au fait que tant qu'ils considéreront que le Rassemblement national répond à leurs intérêts par cette proposition raciste, je pense qu'il faudra se lever tôt pour les décrocher de ça, parce que ça s'organise autre part, ça s'organise dans la solidarité, l'organisation de relations sociales différentes et de propositions idéologiques qui s'inscrivent en contre. Sam Bougalem.
Moi, je suis assez en accord avec vous. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dit? C'est étrange, hein, vous voyez, on arrive à se mettre d'accord parfois. Mais c'est vrai que oui, je pense que la posture victimaire du Rassemblement national va les servir et que vous allez avoir des Français qui vont tout simplement... Vous avez un certain nombre d'électeurs qui déjà votent pour eux, mais qu'ils pourront en avoir certainement plus, à mon avis, parce qu'il y a une défiance de la justice et encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a un certain nombre d'affaires qui ont laissé des traces dans la vie politique française et je pense que cette affaire va en laisser encore plus. Elsa ? Oui, en fait, le problème, c'est que je pense que par ailleurs, il faut inclure quand même cette décision dans la situation de crise plus générale, en fait, dans laquelle le régime de la Ve République en particulier s'enfonce, parce qu'on discute d'une instabilité politique persistante qui se manifeste de plein de manières, mais où il y a quand même un volet social avec une forme de contestation très très importante depuis 10 ans. Il y a un mouvement de lutte nationale quasiment par an. Et avec des formes de remise en question à différents niveaux, de la brutalité du régime et des institutions, que ce soit les violences policières, que ce soit les 49.3 à répétition, que ce soit en fait la manière dont le Conseil constitutionnel valide la réforme des retraites alors que 94% des actifs sont contre, que ce soit, ou encore une fois, la dissolution. Donc en fait, je veux dire, un coup, symptomatique de la toute-puissance présidentielle, made in 5e République, etc. Les gens, on leur dit va voter, ils votent, et au final, on se retrouve avec un retaillot. Et je pense que par ailleurs, il faut quand même le dire, parce que on discute là, la position de LR, effectivement, est globalement timide sur cette question, mais parce que entre Retailleau et Marine Le Pen, c'est pas comme s'il y avait une différence de programme ou de proposition significative. Donc ça pourrait aussi profiter à Retailleau Non, ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est une situation d'instabilité générale et de crise en fait du régime, et notamment de crise des classes dominantes. Donc ce que je veux dire, c'est que oui, d'une part, à mon avis, ça peut profiter au RN, parce qu'on l'a vu, mais à partir du moment où ils sont tous pourris, et ce qui est vrai, il faut le reconnaître, si on a discuté de Cahuzac, de la Macronie, etc., je veux dire, ils se disent un peu plus, un peu moins, et puis ça peut bien sûr alimenter, parce qu'il y a certes un vote raciste, Marine Le Pen, il n'y a pas de doute, mais je veux dire, Marine Le Pen n'a pas le monopole du vote raciste, parce qu'effectivement, quand on voit le programme, quand on fait des meetings, et je le disais avec des Bruno Retailleau qui disent « à bas le voile », je veux dire, je ne sais même pas si Marine Le Pen a déjà atteint ce niveau-là. Ils sont en concurrence. Voilà, non mais donc, en fait, le RN... Je ne suis pas sûr qu'elle le dise comme ça. Voilà, non mais moi je ne pense pas. Mais justement, c'est parce qu'elle est RN qu'elle ne peut pas le dire comme voilà. ça. Non mais donc du coup, on voit que c'est quand même du pareil au même. Donc en fait, le problème, c'est pas juste le vote raciste, c'est que Marine Le Pen, elle profite aussi d'une détestation de la Macronie et qu'elle apparaît comme la principale opposante, etc. Et même si c'est à discuter, hein, parce que je veux dire, je veux dire, quand il y a la réforme des retraites, qu'il y a 94% des actifs qui sont contre, 3 millions de personnes dans la rue. 2 minutes. Voilà, mais t'as parlé longtemps aussi. Et je finis sur ça. Je veux dire, il n'y avait pas un élu RN dans les manifestations parce qu'ils ne pouvaient pas y mettre les pieds. Donc quand je dis ça, c'est pour dire que oui, je pense que ça peut profiter au RN, mais que le scénario est très ouvert parce qu'il y a beaucoup d'instabilité, beaucoup de colère de fond et qu'il n'y a pas du tout, en fait, effectivement, de confiance dans les institutions. Mais les gens ont bien raison de ne pas leur faire confiance quand on voit ce qu'elles produisent aujourd'hui, le niveau de violence sociale et de violence démocratique, puisqu'en fait, on peut enchaîner à perpétuité et judiciaire, bien sûr, mais quand on peut enchaîner à l'infini... Elsa Marcel n'a pas confiance à la justice de son pays. Non, c'est pas, je ne sais pas si c'est un scoop ici, mais par ailleurs, quand on est avocate, c'est difficile, je pense, d'avoir confiance dans la justice de son pays. Je n'en connais pas beaucoup. Le RN pourrait-il en profiter? Alors moi, je suis beaucoup plus mitigée. Donc moi, j'ai été directrice de campagne d'une circonscription qui a voté à plus de 55% RN lors des dernières élections présidentielles. Et lorsqu'on discute avec les administrés, en fait, ils trouvent ça normal qu'elle ait été condamnée si elle a commis une infraction. Et surtout, en fait... La majorité des Français pensent comme ça. La majorité des Français pensent comme ça. Et de toute façon, en fait, ça ne pose pas de problème parce qu'elle a son dauphin, Bardella, qui a la même cote de popularité qu'elle. Et qui pourrait aussi... qui a aussi quelques c'est casseroles. C'est ça, mais d'ici que ça tombe en 2027. Donc je pense que le RN, en fait, va continuer à aller comme il fait d'habitude. Et que les Français sont d'ailleurs... j'ai pas l'impression que son discours de victimisation prenne plus que ça. Parce que les Français, en fait, les personnes populaires, quand elles font une infraction, en fait, elles sont sanctionnées et tout le monde trouve ça normal. Alors hier, il y a eu manif et contre-manif. La gauche n'est pas parvenue à créer un front uni et sa contre-manif s'est faite sans le PS et sans le PC. L'extrême droite, pour ceux qui ont douté, montre son vrai visage. Il ne suffit pas de porter des cravates à l'Assemblée nationale. L'extrême droite est un parti dangereux pour la démocratie, dangereux pour l'état de droit. C'est un parti violent qui menace, y compris les juges, quand les décisions prises par la justice ne leur conviennent pas.
tête haute, main propre, rappelez-vous. Elle avait un autre slogan à l'époque. Les nôtres avant les autres. Mais ça se confirme, et c'était en fait au premier degré. Marine Le Pen prône une justice pour tous les autres. Alors, pour tous les autres, la justice doit être beaucoup moins laxiste, beaucoup plus dure. Il faut une tolérance zéro, il faut une incarcération à la première infraction. Il ne faut pas d'aménagement des peines. Donc ça, c'est pour les autres. Et puis pour les leurs, alors là, la justice est beaucoup trop dure. Vous avez remarqué ? C'est ce qu'on appelle de l'hypocrisie. Alors, les sondages montrent que l'opinion publique est majoritairement en phase avec le jugement qui rend Marine Le Pen inéligible pour le moment. Pourquoi le PS et le PC se sont-ils privés d'une occasion de surfer sur une vague majoritaire noire ? Alors déjà, moi, je pense que faire une manifestation, c'était faire de cette sanction un fait politique. Or, ce n'est pas un fait politique, c'est une condamnation qui est une infraction. Faire une contre-manifestation, en fait, c'était reprendre les mêmes mécanismes que le RN et du coup en faire un fait politique. Et d'un côté, on avait Place Vauban, les gens qui étaient contre cette décision, et Place de la République, les gens qui étaient pour cette décision. Or, la justice est indépendante. LFI n'est pas pour cette décision en tant que telle. Ils sont peut-être contre l'instrumentalisation de cette, du contre les contres, contre la manière dont les contres disent. Mais du coup, en fait, ça en fait de la récupération politique. Moi, je pense qu'une décision a été prise. Elle se passe de commentaires. On laisse suffisamment de place dans les médias à Marine Le Pen pour pouvoir s'exprimer et en faire un événement incroyable, alors que tous les jours, vous avez des justiciables qui sont condamnés, qui n'ont pas la chance d'avoir cette tribune. D'autant plus que je pense que le PS n'est pas contre un rassemblement unitaire, mais avec les syndicats. Et de toute façon, la lutte contre le RN, en fait, elle se fait tous les jours. Sur le terrain. Oui, ça, j'imagine que vous êtes d'accord avec Mathé sur le fait de ne pas... Puisque le LR n'était ni dans une manif, ni dans l'autre. Non, heureusement d'ailleurs. Oui, c'est ça. La question qu'il faut ça fait poser. partie de notre ADN politique. Mais non, mais plus pourtant, sérieusement, Vauban, c'est des beaux quartiers. Ça correspond vous savez, à LR. on est partout, hein. Même dans les quartiers populaires. Faut casser les clichés. Mais pour répondre à ça, ça donne déjà l'impression d'un parti socialiste qui veut s'affranchir du NFP. Qui veut... Enfin, on peut se cacher derrière des excuses. On peut ne pas être d'accord en fait avec des personnes de gauche. Hein. Ça n'empêche pas. Même si vous avez plein d'accords avec le RN, nous, c'est pas... Ah non, on n'a pas des accords avec le RN. Par contre, on a des accords avec les Français. Mais ce que je veux dire, c'est que... LFI, c'est votre RN, ce que vous êtes en train de dire ? Non, pas du tout. LFI, ça a été un partenaire pour les élections. Et puis maintenant, il y a des fois, on est d'accord sur la stratégie. Des fois, on n'est pas d'accord sur la stratégie. On sait que lorsqu'on veut lutter contre l'extrême droite, on fait des accords électoraux. Mais c'est pas pour ça, en fait, qu'on doit dire amène à tout ou adopter la même stratégie. Chacun a sa personnalité propre et je pense qu'il faut le respecter. Est-ce que l'enjeu de 2027 ne corrompt pas déjà les esprits au point que les rivalités internes entre PS et LFI ne font pas un peu oublier la nécessité du combat antifasciste ? Parce que c'est ça. C'est-à-dire, en fait, en gros, manifester contre le RN, c'est quand même une pratique, une culture à gauche. Oui, et on a déjà manifesté contre le RN à de nombreuses reprises. On a déjà manifesté pour lutter contre le féminisme. Là, on préférait... Pour le féminisme. Pour le féminisme, pardon. Là, on préférait quelque chose de plus unitaire, en accord avec les syndicats qui n'étaient pas présents. Et c'est à nous de voir comment on va réagir à la suite. Il y a un donc c'est pas tellement la thématique, mais c'est le casting des organisateurs qui est le problème. Non, pas forcément. Bref, je redonne la parole à Wissal. Ça donne quand même l'impression d'une gauche qui est divisée, qui pendant les élections, quand on est dans une forme d'urgence, s'allie sur un programme qui n'a ni queue ni tête, puisque par exemple, je prends un exemple tout bête, Parti communiste qui est pro-nucléaire, les écologistes qui sont anti-nucléaires, ça donne l'impression de personnes qui se retrouvent dans des bureaux parisiens, qui se tapent la main, qui se mettent d'accord sur tout et rien. Et en fait, moi, l'impression maintenant que j'ai, c'est que sur des événements comme celui-ci, on voit ce qu'est la gauche, c'est ce qu'est en tout cas cette coalition qui s'appelle le NFP. On a un parti socialiste qui est absent, on a des syndicats qui, vous le dites, sont absents. Bon, ça interroge quant à l'unité du Parti socialiste. D'ailleurs, il me semble que vous avez un congrès dans pas très longtemps. J'ai quand même aussi cette impression qu'Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, veut s'affranchir du mélenchonisme, avec lequel il s'est justement allié pendant les élections législatives. Paul Hellec.
Non, bon, moi je suis pas sûr que ça soit très intéressant, ces trucs d'appareil, etc. Moi, après, si j'ai le temps, je dirais un mot sur le pourquoi j'ai été déçu. Moi, j'y étais au rassemblement. Pourquoi ? Parce que justement, en fait, le fait politique, c'est encore une fois pas cette décision. Moi, c'est ce que j'ai dit l'année dernière. C'est pas une décision, c'est pas le fait politique majeur. Le fait politique majeur, c'est que pendant une semaine, comme on pouvait s'y attendre, il y a eu des attaques et il y a eu l'expression d'une radicalité dangereuse de, la part de toutes les nuances de droite radicale et d'extrême droite, contre les juges rouges, contre ces espèces de visions, autoritaires, où en fait, si on écoute vraiment ce qui est dit, c'est que à un moment, va falloir arrêter d'avoir ce genre d'institutions qui, certes, dysfonctionnent, certes, sont politiques, mais qu'il va falloir juste établir un pouvoir autoritaire vertical avec absolument aucun droit consacré aux individus, contre potentiellement l'État, contre l'autorité. C'est ça, pour moi, la question de l'État de droit. J'entends que ce n'était pas le débat, mais enfin, des protections, parce que moi, je fais partie des gens qui, à gauche, ont peu confiance dans l'État comme instrument, comme machine, pour assurer la liberté et des individus. Et du coup, bon, le Parti socialiste n'a pas compris ça, parce que le Parti socialiste a dit ça serait en faire une idée. Non, en fait, le Parti socialiste ne comprend pas que face au Rassemblement national, face à la proposition illibérale ou autoritaire, vous prenez le mot que vous voulez, de l'ensemble des nuances de droite, de la Macronie à l'extrême droite, qui sont tous félicités d'utilisation de la force policière pour fracasser les crânes des manifestants dans les périodes récentes. Face à la pratique autoritaire des institutions, pour reprendre votre expression, il fallait faire quelque chose face au fait qu'en face, l'extrême droite allait prendre la rue et imposer son discours. Et donc, du coup, il y avait l'intérêt d'avoir un rassemblement. La vérité, c'est est-ce que le rassemblement en tant que tel a eu un intérêt ? Tu disais il n'y a pas le Parti communiste, mais en tout cas j'ai vu des jeunes communistes, donc c'est-à-dire qu'il y a des militants de gauche, de toutes sortes d'organisations qui sont venus. La question c'était est-ce que ça avait un intérêt si sur place le discours proposé par la gauche était finalement si convenu ? C'est-à-dire que moi j'étais profondément déçu parce que, à part quelques interventions, je pense notamment à celui... au camarade qui a parlé pour la marche des solidarités, qui a dit attendez, réfléchissez aussi, quel état de droit il y a pour les personnes exilées, pour les personnes qui sont victimes de crimes policiers. Il y a des questions à poser quand même. À part ce genre d'intervention, il y a quand même des interventions très convenues sur l'extrême droite, c'est mal, il faut tous faire l'unité pour gagner, alors unité au sens électoral, unité sur quelle proposition, sur quel fond, sur quel programme, sur quelle direction à donner à la société, rien, que du vide, etc. Et je pense que face à la période, justement face au fait qu'on a des offensives idéologiques massives contre les droits politiques, contre les libertés civiques, etc., on a encore une fois une trace de l'échec en partie de la gauche de se mobiliser aussi fortement que dans d'autres occasions du mouvement social, contre la loi sécurité globale, contre toutes ces lois liberticides dont vous parliez tout à l'heure. On a eu du mal à établir des mouvements à hauteur de l'enjeu, je pense, même s'il y a des mobilisations. Et je pense que dans ce meeting, il y avait un problème là-dessus, il y a un problème de discours. Si c'est pour rassembler pour dire non, c'est mal, faites attention, il y a un problème sur la direction. Elsa Marcel. Oui, je pense que l'absence du Parti socialiste, elle a des raisons politiques qui ne sont pas que des raisons d'appareil. C'est qu'effectivement, ils ne veulent pas se coller à LFI et qu'eux, ce qui les intéresse en ce moment, c'est une alliance, voir dans quelle mesure est-ce que l'affaiblissement du RN peut les repositionner dans une alliance de centre. Et d'ailleurs, c'est la logique, même quand on voit que Hollande, il recommande de ne pas censurer le gouvernement, que c'est en réalité les gages qui n'ont fait que de donner, en fait, depuis plusieurs mois, à la Macronie et à la majorité. C'est ça la logique du Parti socialiste. Et je pense que de ce point de vue, c'est intéressant de voir que, pour moi, s'ils n'appellent pas à ce rassemblement, et même de manière plus structurelle, je le disais au début, mais c'est qu'ils jouent le rôle d'assurance-vie de la Macronie aujourd'hui, le Parti socialiste. Et ça ne date pas d'hier. Donc c'est pour ça qu'ils refusent de censurer, c'est pour ça qu'ils se demandent tout le temps, est-ce que, en fait, si on leur donne tel et tel gage, dans quelle mesure est-ce qu'on peut convenir de la stabilité du régime, etc. Donc eux, leur intérêt, c'est pas de se coller à LFI. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, et pour revenir sur le rassemblement d'hier, puisque vous l'évoquiez, moi je pense qu'il y avait effectivement un problème de contenu et de mot d'ordre. Parce que si l'idée de Europe Écologie et de LFI, parce qu'à mon avis, moi, c'est un peu à ça que ça ressemble, c'est de recréer le front républicain, en fait, qui a existé au moment des législatives, et notamment, en fait, d'instrumentaliser la peur légitime que peuvent avoir des gens du RN, voire même en fait de dramatiser la situation, parce que le RN aujourd'hui est toujours dans une dynamique de donner des gages, de se responsabiliser, de se présidentialiser, etc. Tout ça pour pouvoir justifier de eux être du côté des institutions. Et moi, ce qui m'a choqué dans le rassemblement d'hier, quand j'ai écouté les interventions tant de Marine Tondelier, mais même de l'AFI, c'est qu'en réalité, il n'y a pas un mot contre le gouvernement.
Il n'y a pas un mot contre la Macronie. Ce qu'ils sont en train de tester de manière indirecte, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas refaire cette alliance en fait républicaine, la même chose que ce qu'on a fait en fait avant l'été autour des législatives. C'est pour ça qu'ils veulent le PS, qui ok, ils tirent la manche du PS, etc. Mais le problème de cette alliance, parce que pour moi le RN est un vrai danger, évidemment, le risque autoritaire en général, dont encore une fois le RN n'a pas le monopole, non seulement parce que c'est aujourd'hui les macronistes qui sont en train de l'imposer, mais parce que ça date depuis 10 ans et que ceux qui ont pavé la voie à cette possibilité-là, encore une fois je le disais, ceux qui ont permis le permis de tuer, la loi de 2017, la loi de 2014 sur l'apologie du terrorisme, c'est le Parti socialiste. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que combattre le RN aujourd'hui, c'est pas en faisant des alliances qui amènent de une à renforcer les organisations qui lui pavent la voie. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi, ça me choque que on regarde la manière dont le PS s'est recomposé en fait entre les 2% en fait de 2022 et aujourd'hui le nombre de députés qu'ils utilisent pour ne pas voter la censure, pour voter la loi narcotrafic et pour accompagner la Macronie. Donc le sens du rassemblement d'hier, pour moi, ça ne doit pas être de dire tous, de Macron jusqu'à LFI, ensemble contre le RN. Ça doit être s'il y a un rassemblement qui a lieu, et moi je pense qu'il en faut, c'est de dire pour le retrait de toutes les lois liberticides, pour le retrait de la loi narcotrafic, pour le retrait de la loi séparatisme, pour le retrait de la loi de 2017, pour l'abrogation de l'infraction d'apologie du terrorisme de la loi de 2014. C'est ça, défendre les libertés publiques. Elsa, merci. Côté bloc central, excusez-moi d'accélérer les choses, mais c'est un peu mon rôle. Notez que je mets des guillemets autour de cette expression bloc central. On ne pouvait pas faire passer l'événement sans se donner l'occasion de se faire voir. Gabriel Attal a organisé un grand meeting à Saint-Denis et on a profité pour lancer une grosse punchline. On le savait, souvent RN varie. Et il est devenu le parti du deux poids, deux mesures. C'est le parti qui demande de la fermeté pour tous, sauf pour lui. C'est le parti qui demande l'inéligibilité à vie pour tous, sauf pour ses élus à lui. Le parti qui considère qu'il ne faut d'immunité pour personne, sauf pour Madame Le Pen. Je le dis sincèrement, notre combat pour l'autorité, c'est un combat pour l'autorité de la règle. Comment être crédible face à un mineur délinquant si les politiques n'ont pas à respecter les règles? On se bat chez Renaissance pour en revenir à des choses simples. Tu l'as dit, Ambroise, tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies. On dit aussi, tu souffres, on s'occupe de toi. Mais ça ne peut pas tenir si l'exemplarité n'est pas partout. Alors je le dis, tu voles, tu payes, surtout quand on est un responsable politique. Gloire aux communicants, on a envie de dire en écoutant ce discours qui semble écrit justement pour faire tilt dans les médias. Paul Hellec, est-ce que c'est le moment Attal ? Bon, en tout cas, là, on a vu ce moment très offensif où il se met en scène, etc. Moi, ce qui me fait craindre le pire, c'est plus la suite du discours. J'ai regardé les 50 minutes. C'est un exercice que je vous recommande pas. Mais en vérité, derrière, on voit son positionnement. D'abord, c'est sa première déclaration non officielle, mais de campagne présidentielle. Hein. Les militants criaient « Attal président ». À chaque reprise et à chaque applaudissement, ce qui est un cauchemar en train de devenir véritable. Il y a un pire cauchemar. Hein. Non, mais il a annoncé son programme. Quand on regarde 2027. D'accord, mais sauf que si on regarde justement ce qu'il dit, il y avait une synthèse. Il a joué le Emmanuel Macron de 2017, soi-disant libéral progressiste, un peu technophile, parlant vite fait d'écologie, de droits des femmes, et derrière, en vérité, avec tous les éléments de la Macronie qui s'est adapté à la pression à droite sur le caractère liberticide de la pratique du pouvoir. Je rappelle encore une fois, des gilets jaunes à tout ce qui a été cité par Elsa Marcel tout à l'heure et d'autres, scandales en termes de gestion de l'ordre public. On appelle ça sobrement gestion de l'ordre public. En fait, c'est une répression solide qui se passe à la fois dans le cadre institutionnel, avec l'utilisation de différents règlements à l'Assemblée, d'utilisation d'articles qui sont dans la Constitution et qui permettent de fracasser la vie démocratique, et de l'autre côté, dans la rue, concrètement, avec l'utilisation de la force de police et du pouvoir réglementaire. Et derrière aussi, la suite du programme hyper brutal qui est proposé par la Macronie. Il dit dans ce meeting, suppression de l'ensemble des cotisations sociales, suppression du système de répartition, et c'est ça qu'il dit. Et il dit ça en plus en disant, et à côté, l'autorité, l'école, tout son délire qu'il a déjà déblatéré lorsqu'il était au ministère de l'Éducation nationale et qui nous a fait une rentrée sur la baya, et de l'autre côté, le choc des savoirs, sélection, enfin... Il y a un monde là, cette synthèse de Gabriel Attal, et au-delà du côté offensif, j'allais dire
pourquoi il peut paraître offensif sur la question de la préservation de la liberté, c'est que la bourgeoisie ne peut le faire qu'à partir du moment où ils sont face au Rassemblement national. Hein, ils agitent le Rassemblement national pour donner l'image qu'eux, ils sont respectables, qu'ils sont les gens qui produisent des codes. Mais c'est eux qui sont au pouvoir, encore une fois, c'est eux qui ont une pratique qui a affaibli drastiquement les libertés et droits politiques dans ce pays, encore une fois. Hein, parce que Elsa Marcel le faisait remarquer, ça vient du Parti socialiste, mais ces gens-là, Gabriel Attal, il était membre du Parti socialiste. Et en fait, la Macronie est une engeance directe du Parti socialiste, et elle est voilà, le trait d'union, hein, entre le social-libéralisme qui a très vite été ni social ni libéral au sens de la pratique du pouvoir, et qui en fait essaye juste simplement de reconstituer un bloc d'union de droite sur xénophobie, néolibéralisme et autoritarisme. C'est ça l'avenir de la droite, quelle que soit la nuance sur laquelle elle se présente. Issam Bougalem, est-ce que Gabriel Attal n'est pas justement l'adversaire du candidat LR embarqué dans le gouvernement, qui est Bruno Retailleau ? En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on ne se retrouve pas dans la configuration politique actuelle qui consiste à expliquer que le paysage politique serait bloc de gauche, bloc de droite, et puis enfin bloc d'extrême droite, bloc d'extrême gauche, en tout cas c'est ce que je considère, et puis bloc d'extrême centre. Je pense que le bloc qu'incarne Gabriel Attal, finalement, n'incarne strictement rien. Il incarne le gouvernement actuel. Oui, non, mais je veux dire en termes d'idées, en termes même de, j'allais dire, de légitimité électorale, il faut quand même se comprendre que ces gens-là, s'ils arrivent au pouvoir et s'ils ont, entre guillemets, une valeur électorale, c'est parce que des gens ont fait barrage. Et c'est ça, en fait, à chaque élection. Ils ont quand même fait 4 fois. C'est parce que les gens ont vraiment voté pour eux, quoi. Vous pouvez penser ce que vous voulez, il n'en demeure pas moins que les Républicains sont un parti historique de gouvernement et de responsabilité qui se sont essoufflés pour diverses raisons. Mais 5% pour un Premier ministre, c'est pas mal. Non, mais encore une fois, je ne pense pas qu'il ait fait 5% lui-même. Il a été élu sénateur à plusieurs reprises, me semble-t-il. Donc, c'est un peu hypocrite de résumer le score d'une candidate. Mais en gros, de manière globale, il y a tout un ensemble d'électeurs qui votent soit Macronie, soit LR. Oui, mais je pense que la plupart ne votent même plus par conviction. Qui décidera si ce sera le champion de ce camp-là, qui est un camp de droite reconstitué. Hein, ce sera Attal ou Retailleau. Il y a une bataille. Je ne pense pas que les Républicains veulent participer à ça. On ne se reconnaît pas dans ce bloc central, justement. Pas dans Attal. C'est la droite de Schrödinger. Il y a Wauquiez qui ne veut pas participer, il y a Retailleau qui veut participer. Comme ça, ils font les deux. Et puis après, à la fin, c'est bon. Édouard Philippe vient de la droite. Édouard Philippe vient de la droite, mais il s'est considérablement, j'allais dire, éloigné de la droite. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui incarnent la droite, c'est ni Gabriel Attal, ni Édouard Philippe. C'est qui ? Il y a des talents au sein des Républicains. Moi, j'ai plus tendance à dire que je suis un peu plus pour Laurent Wauquiez que pour un Bruno Retailleau, mais je vois que ça vous gêne. Non, ni l'un ni l'autre. Elsa Marcel trouble la classe et fait des mouvements de bouche. Je suis Elsa Marcel, justement, on vous donne la parole. Oui, non, mais moi, quand j'ai écouté ce discours, en fait, ce qui me terrifie, mais c'est vraiment l'analogie qu'il fait par ailleurs avec le discours qui a fondé sa loi de répression des mineurs. Et je trouve ça d'un cynisme, mais abominable, quoi, de voir comment ils instrumentalisent la condamnation de Marine Le Pen, alors qu'en fait, je veux dire... Encore une fois, je le disais, mais elle sera audiencée dans 1 an. Je veux dire, ça n'a absolument rien à voir avec la manière dont il traite les mineurs. Et parce qu'au moment où il fait ce discours, il est en train de voter, je pense, une des pires lois pour les droits de l'enfant qui a jamais existé. Moi, je fais beaucoup de droits des mineurs puisque je suis avocate en Seine-Saint-Denis. Au Sénat, ils viennent d'adopter le principe de comparution immédiate pour des enfants de 15 ans. Je ne sais pas si les gens mesurent ce à quoi ça ressemble, de juger des enfants dans ces conditions. Mal juger des enfants, c'est terrible. C'est déjà terrible. Mal juger des adultes, c'est terrible, mais mal juger les plus fragiles d'entre nous. Exactement. Et ça, en fait, c'est la continuité directe de la répression en fait, qui s'est enclenchée après les révoltes issues de la mort de Naël, parce que le gouvernement a eu peur. Le gouvernement a eu peur parce qu'il sortait d'une année de contestation très, très forte. Il y avait eu la réforme des retraites et ensuite, il y a eu les jeunes de quartier qui se sont soulevés contre les violences policières et ils ont été mis très, très à la défensive et ils se sont décidés de taper fort et ils sont en train de légiférer sur en fait, ils sont en train de mettre sous forme de loi les circulaires qu'ils ont rédigées à ce moment-là et d'entendre la manière dont la Macronie se prétend du côté de l'état de droit, en défenseur des libertés, de la séparation des pouvoirs, etc., contre le RN qui serait séditieux, mais c'est une arnaque, c'est une honte qui se permettent de reprendre cette formule pour le tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, c'est à vomir et c'est pour ça que je pense qu'on voit comment est-ce que le combat contre
contre l'extrême droite ne pourra jamais se faire aux côtés des macronistes. C'est impossible. Et c'est la raison pour laquelle... Le mot de la fin, je le donne à Noah Tefri. C'est la fin de ce débat. J'aimerais savoir, justement, je vais problématiser. En gros, j'ai demandé à Wissal si, quelque part, Gabriel Attal n'était pas le candidat bis de LR. C'est la même question qu'on peut poser au Parti socialiste. Est-ce que, d'une certaine manière, un bloc social-démocrate, social-libéral ne pourra pas se reconstituer autour de Gabriel Attal avec le PS, en tout cas certains dirigeants du PS? On est à gauche, on n'est pas... D'ailleurs, pour moi, il n'y a pas de bloc central. Pour moi, ils sont profondément à droite. De par la politique et la violence. Mais là, François Hollande, à mon avis, il rêve plus de Gabriel Attal que de... J'espère pas, j'ai envie de vous dire. Il a quand même eu son investiture grâce à Olivier Faure et sous l'étiquette NFP. Ah oui. Donc en espérant qu'il passe un jour à gauche. C'est tout le problème. L'incohérence de la gauche. Toute l'incohérence de la gauche. Donc non, là, moi, je pense que Gabriel Attal surfe sur la vague pour lancer sa campagne présidentielle et que la bataille va être très rude à droite. Parce qu'il y a Retailleau, il y a Wauquiez, il y a lui, et que c'est des profils très similaires. Et il y a le candidat du RN. Et le candidat du RN. Ouais. Il y a Zemmour, et puis ils sont nombreux ils au sont parti. Nombreux quand même. Zemmour, je pense que ce n'est pas l'électorat classique de la droite, enfin. Aussi, au contraire, c'est l'électorat typique des LR qui a voté Zemmour. LR radicalisé. Zemmour, il a voté à Cannes, il fait 17%, à Nice, dans le 16e arrondissement, c'est la bourgeoisie de droite radicalisée. Que Paul Hellec et Elsa Marcel reprennent la parole, alors que nous devons vous dire au revoir. Merci à vous de nous avoir écoutés, et merci d'avoir regardé Au cœur de l'actu sur notre Freebox, sur Molotov, sur notre chaîne YouTube et sur le mediatv.fr. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou bien à nous envoyer par mail à contact@lemediatv.fr vos remarques si vous nous avez regardé à la télévision. Si vous en avez les moyens, soutenez-nous, soutenez notre travail, le journalisme indépendant des pouvoirs politiques et de l'argent en allant sur le mediatv.fr/soutien. En tout cas, restez connectés aux médias.